des élections prévues ce jour au Nigeria. L'annonce a été faite 5 heures avant l'ouverture des bureaux de vote par la commission électorale. Un point complet de la situation à suivre dans ce journal. Lancement vendredi en Côte d'Ivoire d'un nouveau mouvement baptisé Comité politique. Une action de Guillaume Kigbafori-Soro, une semaine après sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale. Enfin, passation à la tête du groupement central des armées du Burkina. Le colonel-major Oumarou Sawadogo a été officiellement installé. Pendant ce temps, le pays est encore frappé par une attaque djihadiste. Walter Onogen est arrivé libre et sans pression policière au tribunal du Code de conduite, CCT, juridiction spéciale qui examine les affaires de non-déclaration ou fausse déclaration sur les biens des suspects, accompagné de ses gardes du corps. Il est ensuite entré dans la cour où il a plaidé non coupable des 6 chefs d'accusation qui pèsent contre lui, notamment pour des affaires de fraude et de corruption. Aujourd'hui est une journée très triste pour la justice, une journée très triste pour la démocratie et une journée très triste pour le Nigeria, a déclaré son avocat, Christ Ouché. Il a réclamé une vraie séparation des pouvoirs, faisant référence à la suspension du juge Onogen, il y a moins d'un mois, par le président nigérian Muhammadu Buhari, une mesure qu'il juge anticonstitutionnelle. Moins d'un mois avant les élections présidentielles et législatives du 16 février, le président Buhari avait suspendu le plus haut magistrat du pays, sans même attendre sa comparution, provoquant la colère de l'opposition et du monde de la justice qui ont dénoncé une dérive autoritaire et un coup d'État contre l'appareil judiciaire. Onogen avait intenté un recours devant la cour d'appel d'Abuja pour tenter d'annuler son procès par le tribunal du Code de conduite, mais sa demande a été rejetée à l'unanimité. Le juge du TCC avait également ordonné son arrestation par la police si Onogen ne se présentait pas à la cour vendredi matin. Les détracteurs du chef de l'État voient dans ces accusations et la suspension du magistrat une chasse aux sorcières menée contre l'opposition qui tente de battre le parti au pouvoir à la présidentielle et aux législatives. Les Nigérians se sont réveillés ce samedi pour accomplir leur devoir civique. C'est une fois dans les bureaux de vote que nombre d'entre eux ont appris, face à des portes fermées, que l'élection n'aurait pas lieu. La Commission nationale électorale indépendante a décidé du report d'une semaine des scrutins juste quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Après un passage en revue complet de l'installation des plans logistiques et opérationnels et avec la détermination d'organiser des élections libres, justes et crédibles, la Commission est arrivée à la conclusion que la tenue des élections telles que prévues n'est plus possible. En conséquence, la Commission a décidé de reporter les élections au samedi 23 février 2019. C'était une décision difficile à prendre pour la Commission, mais nécessaire pour une organisation réussie d'élections et une consolidation de notre démocratie. J'appelle tous les Nigériens à s'abstenir de tout désordre civil et à rester pacifiques, patriotes et unis afin de veiller à ce qu'aucune force ni aucun complot n'entrave notre développement démocratique, a déclaré le président Muhammadu Buhari dans un communiqué. De son côté, le candidat de l'opposition, Atiku Abubakar, du Parti populaire démocratique, a appelé ses supporters au calme face à une provocation. La présidentielle et les législatives se dérouleront donc le samedi suivant, 23 février. Les élections des gouverneurs, prévues le 2 mars, sont quant à elles reportées au 9 mars. Près de 84 millions d'électeurs étaient attendus dans les quelques 120 000 bureaux de vote qui devaient ouvrir dès 8 heures, heure locale, à travers tout le pays. Ils devaient élire un nouveau chef d'État ainsi que les 360 sièges de la Chambre des représentants et les 109 du Sénat. Yeah, everybody is ready to vote. Ils ont annoncé un report. Greatest surprise, they said they postponed the election. It is really C'est très décevant. On n'apprécie pas du tout. that. For them to postpone this election
Pour reporter l'élection, c'est un arrangement pour truquer les élections. Nous n'allons jamais accepter cela. La CENI rassure, je vous rassure encore, de la tenue le 24 mars, premier tour, et le 21 avril prochain d'élections libres, transparentes, crédibles et apaisées avec le concours des candidats, des politiques, de la société civile et en général du peuple comorien. C'est une juridiction qui s'est prononcée. Moi, je n'ai pas à commenter une juridiction, la décision d'une juridiction. Et ici, aux Comores, ça a toujours été ainsi. On conteste, mais fort heureusement, la contestation, elle est plutôt verbale que violente comme ailleurs. On constate d'abord que nous avons un juge arbitre du contentieux électoral qui a été mis en place par une seule et unique personne. Même si aujourd'hui il est constitué de 7 personnes plus un commissaire de gouvernement, mais la preuve a été faite aujourd'hui que cette cour-là a éliminé les 2 candidatures les plus crédibles, les mieux à même de pouvoir vaincre et battre le candidat du pouvoir en place. L'ancien chef de la rébellion ivoirienne a lancé son mouvement politique dénommé Comité politique. Voici. En ce qui concerne le comité politique qui vient de naître, ce n'est pas un parti politique. Le porte-parole, M. Messou Kouablan, l'a bien précisé. Donc, c'est un outil qui existe. Ce creuset est censé mener des réflexions sur les grandes questions d'intérêt national. Guillaume Soro n'a pas voulu préciser s'il nourrissait des ambitions présidentielles que lui prêtent les analystes. Homme clé de la scène politique ivoirienne depuis 20 ans, l'homme de 46 ans donnait sa première conférence de presse depuis des années. Interrogé sur ses relations avec l'ex-président Laurent Gbagbo, acquitté en janvier par la Cour pénale internationale de l'accusation de crimes contre l'humanité, Guillaume Soro s'est dit prêt à le rencontrer. J'ai alors compris pourquoi on m'avait amené au commissariat de Silverton. Mon père est venu me voir et m'a dit « Ils veulent que tu témoignes ». J'ai dit « Papa, non, je ne vais pas faire ça. Je ne trahirai jamais les camarades avec qui j'ai travaillé. Et si je le faisais, où est-ce que j'irais après ?» J'ai refusé. I refused. Evidence. And they... Ils m'ont dit « Vous allez être comme Nelson Mandela à briser de la roche à Robben Island ». J'ai dit au final « Je préfère aller briser de la roche, mais je ne trahirai jamais, au grand jamais, mon peuple ». Au sujet de la réforme du géant de l'électricité sud-africain, Eskom, il est devenu clair qu'Eskom a bel et bien besoin d'être aidé par l'État pour pouvoir stabiliser ses finances. Parce qu'en agissant ainsi, nous allons également stabiliser l'économie de notre pays. So, also means that we are stabilizing the economy of our country. La MINUSMA est la plus coûteuse en vies humaines des opérations actuelles de maintien de la paix de l'ONU, avec près de 180 morts depuis son déploiement en 2013. Un militaire tchadien blessé a trépassé vendredi. On compte désormais 11 morts dans le rang des soldats tchadiens dus à cet attentat djihadiste du 20 janvier. Par ailleurs, l'armée malienne a indiqué jeudi soir qu'un raid conduit mercredi en coordination avec la force française Barkhane dans la région de Mopti, au centre du Mali, avait permis la libération de 2 otages, employés locaux de l'ONG Cœur Mali. Le contingent tchadien a été particulièrement touché, avec 54 morts à la fin janvier. Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Ces groupes en ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale lancée en janvier 2013 et qui se poursuit. Mais des zones entières du pays échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères, régulièrement visées par des attaques, malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix. Le colonel-major Oumarou Sawadogo prend officiellement le commandement du groupement central des armées.
Cet officier supérieur, formé d'abord au Prytanée militaire au Burkina, puis à l'Académie royale militaire au Maroc, à l'école d'application de l'infanterie à Thiès au Sénégal, a fait également un passage au cours supérieur de défense en Allemagne. Celui qui fut également commandant du groupement antiterroriste veut surtout compter sur l'appui de tous dans sa nouvelle mission dans un contexte national marqué par la multiplication d'attaques terroristes. C'est surtout aussi le signe de la continuité. Il faut se baser sur les acquis de ses prédécesseurs et puis apporter sa pierre à l'édifice. Donc nous allons essayer d'améliorer aussi à notre façon. L'adresse à la troupe, c'est toujours avoir confiance au chef et surtout la discipline, et on pourra mieux travailler ensemble. L'ordre du jour aujourd'hui, c'est la sécurisation de tout le territoire. Donc c'est la mission première aujourd'hui du GCA afin de soutenir les autres unités sur le territoire. L'objectif affiché par le nouveau commandant du GCA est de rendre l'armée plus opérationnelle afin de faire face aux défis sécuritaires. Rappelons que les hommes qui composent le groupement central des armées ont pour mission, entre autres, de participer à la défense de la patrie en apportant leur soutien aux unités combattantes sur le front, la sécurisation de la garnison de Ouagadougou, la contribution aux missions de soutien à la paix et la formation du personnel compétent dans le domaine du soutien. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis le début de l'insurrection dans cette région poudrière disputée avec le Pakistan, le Cachemire. Les paramilitaires en ont payé le prix fort. 41 au moins parmi eux ont été tués dans cet attentat. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a réagi à l'attentat sur les troupes indiennes. La Chine a pris note d'informations faisant état d'attaques suicides et est profondément choquée. Nous adressons notre profonde sympathie et nos condoléances aux familles des victimes et aux blessés. La Chine s'oppose vivement et condamne fortement le terrorisme dans toutes ses formes. Nous espérons que les pays de la région concernés coopéreront pour faire face à la menace et préserver conjointement la paix et la sécurité régionale. Le gouvernement indien a juré vendredi de faire payer le prix fort aux responsables de cet attentat. Ce dernier a été revendiqué par un groupe islamiste basé au Pakistan. Survenant dans un contexte de montée de tension entre New Delhi et Islamabad et à l'approche des élections en Inde, cette attaque risque de déclencher une nouvelle crise ouverte entre les deux puissances nucléaires, s'inquiètent les observateurs.